Bienvenue à tous. Je m'appelle Florian Zeller, je fais partie de la société ASI et responsable de l'offre Microsoft. Donc aujourd'hui, je vais animer une session autour d'Office 365 et on a appelé Découvrir, Adopter, Innover. J'ai un petit peu adapté au regard des circonstances sanitaires et un petit peu plus orienté autour des nouveaux modes de travail, du télétravail, des nouveaux enjeux, avec quelques constats autour de la période que nous sommes en train de vivre et qui a débuté en mars. Avant cela, ASI, qui sommes-nous? Aujourd'hui, on a plus de 25 ans d'existence, on a plus de 450 collaborateurs avec un actionnariat salarié majoritaire. Et on est présent dans tous les secteurs d'activité, avec quand même un focus principal autour de l'assurance, mutuelle, retraite, prévoyance, et autour de l'industrie et du retail. J'anime également au sein d'ASI. Aujourd'hui, nous sommes un cabinet, on se définit comme un cabinet d'expertise numérique pour aider les organisations à développer des services qui sont utiles, simples, attractifs, efficaces. Tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un service à l'ère du XXIe siècle. En associant des expertises, alors je suis sur les... Je ne sais pas si ça va être mieux. Ça suffit? Excusez-moi. Donc en associant des expertises, de la stratégie digitale à l'expertise technologique, en partant par la gestion des processus, le change, le design, le UX/UI, tous ces éléments-là, l'essentiel est de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, et surtout pour offrir la capacité aux entreprises d'aller de l'opportunité à la mesure de la valeur ajoutée à travers l'étude, la conception, la publication, mais aussi l'évolution, puisqu'on est dans un monde qui bouge, et aujourd'hui on ne pose pas des applications qui ne vont plus vivre pendant 3 ans. Aujourd'hui, les applications elles sont en perpétuelle évolution. Ça va être encore plus vrai avec les solutions cloud telles qu'Office 365. Mais aujourd'hui, on voit bien que les solutions majoritairement sont proposées en mode cloud, avec une évolution rapide, auquel nous, entreprises, intégration, on est même des agrégateurs, maintenant devons s'adapter et vous proposer une évolution tout au long de la vie et accompagner nos clients dans la vie de l'application pour la faire évoluer en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, on a une business suite MoCA, Microsoft Office Cloud Azure, dans lequel on opère de l'accompagnement auprès des clients autour d'Office 365, du cadrage, bien sûr, qu'est-ce que ça donne d'aller sur Office 365 ou comment je vais y aller plus exactement, tout ce qui va être autour des migrations. Alors, bien sûr, on fait de moins en moins, mais il y a par contre d'autres problématiques qui apparaissent, les migrations. J'achète une société qui a déjà Office 365, comment je vais l'intégrer, quel choix je vais faire. Ou au contraire, j'ai envie de me séparer d'un bout de ma société qui l'avait, donc des migrations qui s'appellent tenant to tenant. La mise en œuvre de Digital Workplace, notamment avec la brique SharePoint Online sur Office 365. Tout ce qui va être autour de la digitalisation des processus, avec notamment aujourd'hui la plateforme Power Platform, qui va regrouper différents services, tels que Power Apps, Power Automate ou Power BI, pour couvrir toute la chaîne de valeur. Et bien sûr, toutes ces applications, on les supporte et on propose de l'Evergreen, ainsi que 2 éléments transverses sur l'ensemble de nos projets qu'on vous propose et pour lesquels j'aurai l'occasion d'aborder, notamment la gouvernance et la sécurité, qui vont occuper la prochaine partie de ma présentation, avant de passer sur une partie plus des nouveaux services qui sont aujourd'hui à la page au sein d'Office 365 et qui sont aujourd'hui proposés vers l'écosystème, avec un focus sur quelques cas d'usage liés au télétravail et au Covid. Tout ce qui va être autour de la gestion du changement, parce que c'est sympa de déployer un service, c'est encore mieux qu'il soit utilisé. Et pour qu'il soit utilisé, il faut mettre en place des démarches de change qui ont beaucoup évolué également ces dernières années, puisque aujourd'hui on fait beaucoup de webinars, on fait beaucoup de vidéos didacticielles, on fait beaucoup d'accompagnement, on a même les chatbots également qui arrivent aujourd'hui et qui permettent d'apporter du support aux utilisateurs ou à un premier niveau. Donc, toutes ces stratégies-là d'accompagnement au changement, c'est des choses sur lesquels on accompagne nos clients, notamment autour d'Office 365, mais pas que, puisque ici, il y a d'autres activités au sein de la structure. Aujourd'hui, on intervient chez principalement des clients ETI grand compte, autour de toutes ces problématiques-là, Microsoft et bien au-delà. Je vais partager avec vous, avant d'aller plus dans le cœur du sujet Office 365, quelques constats et quelques enjeux qui sont aujourd'hui d'actualité. Avec un graphique,
Ça, c'est l'utilisation quotidienne de Teams. Donc aujourd'hui, on voit qu'au 30 mars, Microsoft a déclaré qu'il faisait hausse, et face à une hausse de 775% des usages cloud. Donc c'est monumental en termes d'augmentation. Teams avait déjà le démarrage le plus rapide de l'histoire des produits Microsoft. Là, il vient d'exploser tous les scores, tristement vu le contexte. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus partout. Et on a bien vu pendant le Covid, le jeu et la course à qui ferait le plus de fonctionnalités autour de Teams versus Zoom. Ça a déchaîné les évolutions. Moi, je peux en afficher 49 en vidéo. Ok, Teams va faire pareil. On a bien vu cette concurrence autour de tous ces outils et qui sont amenés par cette évolution. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Teams à travers le monde, ça représente quand même 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, plus de 200 millions de participants à des réunions Teams par journée. Et ces réunions, justement, et c'est là qu'on a l'impact justement du télétravail, du Covid, de tous ces nouveaux modes de collaboration, et on a 3 fois plus d'utilisation du mobile dans les réunions. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de pouvoir se connecter depuis n'importe quel device, n'importe où, à ces réunions. 2 fois plus d'activation de la vidéo. Loin des yeux, loin du cœur, on essaye de pallier à ça avec la vidéo. Ça ne remplace pas, mais par contre, ça permet quand même de s'assurer que les gens suivent un peu la vidéo. On l'a vu notamment dans l'éducation. C'est eux qui ont aussi réclamé le fait de pouvoir avoir beaucoup de monde en visio, histoire d'avoir un retour visuel, parce que s'adresser à une assemblée, quand on ne voit pas les gens qui vous écoutent, c'est pas forcément super agréable, surtout quand on est un enseignant. Et puis 56% des réunions qui comptent au moins un travailleur à distance. J'ai pas la stat, il y a 10 ans, mais il y a 10 ans c'était plutôt 10% des réunions. Aujourd'hui, le fait d'avoir quelqu'un à distance, c'est la règle. Cette personne, elle a besoin de pouvoir être à distance en visio, par téléphone, depuis son mobile, depuis un PC, depuis un simple navigateur, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est la promesse de toutes ces solutions cloud qui doivent permettre d'avoir toutes ces capacités-là. En parallèle de cet usage, j'aurais pu partager un autre slide dont on entend aussi parler, mais peut-être un peu moins. C'est l'augmentation de la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, ça c'est les données qui viennent d'Interpol, la répartition des attaques par typologie dans le contexte Covid-19, on a 22% qui viennent autour des malicious domains, c'est-à-dire des faux domaines qui vous font croire que vous êtes connecté sur Microsoft, mais pas de bol, on est en train de récupérer vos identifiants. Tout ce qui va être autour des malwares, des ransomware, des Covid-19ware, tout ce qui va être autour du phishing, du scan frauduleux, et enfin, tout ce qui va être autour des fake news. Là, on est un peu moins atteint dans le monde de l'entreprise, on est plutôt sur le monde perso. Et on voit cette évolution qui est assez énorme pendant le Covid, justement. En mars, donc forcément, toutes les campagnes de spam, elles ont explosé littéralement autour de Covid-19, avec, y compris en surfant sur la peur. Ça a été dans le monde personnel, mais ça a aussi été dans le monde professionnel, avec des fausses communications en groupe pour viser de récupérer les identifiants pour pouvoir faire des attaques. Idem au niveau des URL malicieuses, des campagnes de désinformation autour du Covid-19. J'envoie un lien qui, soi-disant, va vous faire tout connaître sur le Covid-19, ou la direction, j'ai l'impression que la direction veut vous prévenir de quelque chose. Pas de bol, c'est aussi du phishing. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir des nouveaux enjeux qui vont être l'objet de la suite de la présentation, qui vont être la sécurité. Donc, comment je vais sécuriser mon déploiement de 65? Je vous donnerai quelques clés. On a 45 minutes en tout, donc je ne vais pas vous donner toutes les clés de la sécurité, mais juste vous faire prendre conscience de quelques éléments clés dans cette partie. Comment on pilote un déploiement, puisqu'aujourd'hui, à coup de licence gratuite, de plus en plus d'organisations ont déployé Teams, ont déployé des solutions Microsoft. Vous l'avez déjà, mais ont vu exploser les usages. Je trouve que ces usages, ce n'était pas forcément bien piloté, ce n'était pas forcément bien gouverné. Donc, comment on fait pour gouverner tout cela? Et puis je finirai sur la partie un peu innovation, avec les nouveaux services qui sont disponibles. J'ai sélectionné 4 cas d'usage qui me semblaient pertinents dans un contexte de télétravail pour cette présentation. Sécuriser son déploiement. Alors certes, aujourd'hui, Office 365 va vous promettre de
disposer d'une plateforme sécurisée. Donc pour ça, on a ce qui s'appelle le Built-in Security, l'Office 365 Customer Control et l'Independent Verification. Et là, ces termes barbares, globalement, je vais commencer par le rentrer ici. Ça va être tout ce qui va vous garantir, par des organismes tiers, que la plateforme que vous propose l'éditeur Microsoft respecte un certain nombre de standards. Par contre, les autres éléments, Built-in Security, Office 365 Customer Control, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas oublier que c'est à vous de la mettre en place. Et comment on la met en place notamment en exploitant au mieux les fonctionnalités qui vous sont mises à disposition. Un exemple tout bête, il ne suffit pas de dire que c'est bien sécurisé de pouvoir se connecter au Office 365 avec un login et un mot de passe. Si derrière vous n'avez pas une stratégie de mot de passe et que les gens ont tous le mot de passe password, AZERTY ou 1, 2, 3, 4, ça sert strictement à rien. C'est pas Microsoft qui sera en cause, ce sera votre stratégie. Justement, quand on parle de sécurité, quelle est l'approche qu'on peut en avoir ? 3 piliers qui sont assez standards. La sécurité des données d'abord. Quelles sont mes données ? Comment je les classifie pour les sécuriser ? La sécurité des personnes. Comment je m'assure que la bonne personne et comment elle est connectée avec le bon identifiant au bon endroit ? Et puis comment je me connecte ? Je vous en ai parlé tout à l'heure avec les réunions. De plus en plus de personnes sont connectées en mobilité. De plus en plus de personnes utilisent parfois leur PC personnel pour se connecter. Comment je vais sécuriser tout ça ? Je vous donne quelques axes pour la sécurisation. Comme je vous disais, il ne s'agit pas ici de faire une présentation autour de la sécurité et la capacité technique à sécuriser, mais juste quelques points clés pour vous faire prendre conscience de s'il y a quelques éléments qu'on doit avoir aujourd'hui autour de la sécurité de ces 3 piliers, c'est cela. La première chose, c'est de classifier et de chiffrer les données sensibles. Il ne s'agit pas de tout chiffrer et de tout classifier. Par contre, à minima, classifier et chiffrer les données qui vous semblent les plus sensibles. Par exemple, si vous avez un département R&D dans votre organisation, chiffrez ces données-là. L'autre partie, la confiance n'exclut pas de contrôle, tracer les accès. Aujourd'hui, Microsoft les trace justement en termes d'accès via la console autour du centre de sécurité. Et également les stratégies de DLP, Data Loss Prevention, qui vont par exemple éviter à un utilisateur de partager des informations à l'externe dont il n'aurait pas le droit de les partager. Donc il y a des patterns qui existent. Par exemple, un exemple simple, j'ai un numéro de sécurité sociale dans un email, j'empêche le mail de partir. Autour ensuite de la sécurité des personnes. Un mot d'ordre désormais, un mot de passe ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est pas par plaisir qu'on parle de MFA, d'authentification multifacteur. Aujourd'hui, c'est une vraie crainte, c'est le vol d'identifiant. Comment s'en prémunir ? C'est une des réponses, c'est qu'on n'a pas qu'un seul mot de passe pour se connecter. On a un mot de passe, plus un code temporaire, une application, un soft token, tout ce que vous voulez qui vont être un deuxième facteur d'authentification. Tout cela, bien sûr, toujours dans un esprit, le fameux triptyque que j'aime bien partager autour de la sécurité, c'est que la sécurité, ça va être toujours un compromis entre la sécurité, d'une part, l'expérience utilisateur, d'autre part, qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que si je demande à mes utilisateurs de s'authentifier tous les jours, 10 fois par jour, est-ce que je ne vais pas freiner l'adoption ? C'est complètement ridicule. Et puis le coût, qui va aussi venir en jeu, parce que rares sont les entreprises qui ont des budgets illimités. Donc au bout d'un moment, quel compromis on va faire entre toutes ces solutions ? Néanmoins, cette partie, à minima un mot de passe fort, idéalement un mot de passe du multifacteur, surtout pour les utilisateurs à risque. Il y a une société où il y a eu des arnaques au président. Derrière, forcément, les dirigeants prennent conscience de ces éléments de sécurité et on a un projet sécurité qui arrive, qui se rendent compte, oui, ça peut aussi nous arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et l'autre approche autour d'Office 365, c'est les accès externes. Aujourd'hui, des accès, il y en a partout, tout le temps autour d'Office 365. Comment on va les sécuriser, comment on va les piloter, comment on va les gouverner pour faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas avoir accès à n'importe quoi. Enfin, la sécurité des périphériques. Imposer un niveau de sécurité minimum aux périphériques qui vont venir se connecter à ma plateforme. Ou à tout le moins, en fonction des cas d'usage qu'on va traiter, ne pas permettre par exemple l'accès à des pièces jointes confidentielles si je n'ai pas un périphérique onboardé dans mon SI et que je ne maîtrise pas auprès de ma DSI ce périphérique. Qu'est-ce qui se passe en cas de vol également ? Interdire peut-être la synchronisation des données OneDrive sur un périphérique personnel. Tous ces éléments
il va falloir les mettre en œuvre dans un contexte où de plus en plus les gens vont se connecter dans une stratégie BIOD de leur domicile, peut-être avec un ordinateur qui est partagé. Donc comment on fait pour avoir le meilleur niveau de sécurité? Donc c'était quelques axes de réflexion autour de tout ça par rapport au constat que je vous ai partagé. Cette sécurité, elle ne peut pas être mise en place si on ne pilote pas son déploiement. Aujourd'hui, il y a de nombreuses organisations qui n'avaient pas mis en place cette gouvernance, ou pas suffisamment. Donc la gouvernance aujourd'hui est devenue un élément essentiel autour d'Office 365. On a d'ailleurs de plus en plus de demandes d'accompagnement sur le sujet. Donc dans notre esprit, qu'est-ce qu'on va mettre derrière la gouvernance? Premièrement, ça va être définir les rôles et les responsabilités de chacun dans la gestion de la plateforme, dans le but de maintenir l'usage des outils collaboratifs. On a de plus en plus d'entreprises qui disent « moi j'ai mis Office 365 il y a 3 ans, et puis là avec le Covid j'ai tout ouvert et c'est le bazar ». Ça c'est le schéma classique. Donc comment on peut s'en prémunir de tout ça? Quand on arrive, on fait un audit, mais qui gère votre plateforme? On ne sait pas trop. Il y a 25 admins répartis entre la DSI, les métiers, c'est un peu la foire d'empoigne. Comment on va faire pour mettre un petit peu d'ordre et essayer de gouverner? Il ne s'agit pas de restreindre les usages, il s'agit de les accompagner de façon à ce que les gens s'y retrouvent plus facilement pour adopter au mieux des nouveaux services. Définir des règles communes, c'est ce que je vous partageais, ne serait-ce qu'une règle commune pour l'administration, les usages. Par exemple, on travaille beaucoup dans le domaine de l'assurance. Quelles sont les données qu'on va mettre au sein d'Office 365 ? Ce n'est pas des données métiers qui sont dans un ERP dédié avec un certain nombre de contraintes. Je pense à la MAI, je pense à Intermutual Assistance, qui ont tous ce genre de logiciel métier, qui définissent bien du coup qu'est-ce qu'on va faire dans quel outil et quelles données on va y mettre. La stabilité des services proposés. Donc ça, Microsoft vous propose une plateforme qui globalement est stable. Il n'y a pas beaucoup de bugs quand vous vous connectez sur Office 365. Et par contre, l'évolutivité des pratiques au sein de l'entreprise pour favoriser l'adoption des nouveaux usages. Comment vous allez détecter ces nouveaux usages, ce qu'en font les gens, versus les nouveaux services que Microsoft va apporter. J'aurai l'occasion de vous en détailler quelques-uns par la suite. Bien sûr, garantir la sécurité. On retombe sur ce pilier-là, puisque sans confiance dans la plateforme, il n'y a pas forcément de partage. Donc il est important que les gens soient confiants sur la sécurité, si on ne veut pas qu'ils gardent tout sur leur poste en se disant « non, de toute façon, si je le partage, ça va être diffusé trop largement ». Et bien sûr, l'accompagnement au déploiement. On en parlait tout à l'heure, le change management. Comment on accompagne les utilisateurs tout au long de ce projet? Comment on va les aider à adopter des nouveaux services? Parfois, ce n'est pas de la formation au service, ça va être peut-être juste dire « ce service existe, ne penses-tu pas qu'il pourrait être intéressant dans ton contexte ?» On définit ainsi les rôles et missions de la gouvernance, avec le comité, tout ce qui va être autour de la gouvernance, qui va être le comité de définition et de suivi de la gouvernance de la plateforme. Donc, quels choix stratégiques sont faits au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que je vais souhaiter déployer en fonction de mon niveau de licence? Un rôle d'architecte qui va garantir les services aux utilisateurs. Un rôle de delivery. Ma plateforme est mise à disposition, je la déploie et je la personnalise, les services, en fonction de mes besoins. Pour faire le slide précédent, je vous disais qu'aujourd'hui Microsoft propose un ensemble de services, mais à vous de les paramétrer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous n'êtes pas obligé de tout activer, vous n'êtes pas obligé d'être 100% Microsoft. Il y a peut-être des services qui sont faits ailleurs dans votre entreprise, sur lesquels il ne s'agirait pas peut-être de faire de doublons. Comment je vais l'exploiter? Puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de demandes de support. On a vu, nous chez un client, il a fallu former 1000 personnes à Teams en un mois quand ça s'est confiné, chez BPI par exemple. Là, il y a eu une forte demande de support. Donc comment on va pouvoir l'absorber, ce support-là? Aujourd'hui, typiquement, il y a des chatbots, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement. Et il y a toujours des webinars. En fonction de la typologie de nos acteurs, on ne va pas forcément avoir la même approche. Et cette approche, c'est autour du change également, qu'on va le définir, qui va être garant justement de cette adoption et de ce déploiement des services. Ça n'a pas pour but d'être exhaustif comme rôle, mais c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Dans certaines structures, on va par exemple trouver la conformité. Si vous êtes dans une structure qui traite des données très sensibles, des données médicales, on va pouvoir avoir ce type d'organisation. L'idée, ce n'est pas d'être exhaustif, mais d'aider à y voir un peu plus clair sur ce qui se cache derrière la gouvernance et les rôles et missions qu'on va attendre de cette gouvernance.
Une fois qu'on a dit ça, comment on y va? Comment on la met en place, cette gouvernance? Une méthodologie en 4 étapes, qui va être la première étape, bien sûr, ça va être d'analyser votre écosystème. Prendre en compte votre existant, comment vous êtes organisé au sein de votre structure, comment est déployé actuellement Office 365, comment il est accompagné. Et est-ce que cette organisation, qui avait été définie certainement pour d'autres applications au sein de votre structure, comment je vais pouvoir l'adapter, la faire vivre? Peut-être que je vais détecter que j'ai des nouveaux besoins, j'ai des nouveaux rôles. Par exemple, pour mettre en place des réseaux sociaux à grande échelle, il nous faut peut-être des community managers. Est-ce qu'on les avait déjà? Les animateurs de Teams. Aujourd'hui, on ne parle pas de fonction uniquement au sein des organisations, mais on parle de rôle. Et chaque collaborateur a une fonction, certes, mais surtout un rôle. Et on peut tout à fait être directeur des ressources humaines, mais aussi avoir un rôle d'animateur d'une communauté RH au sein d'Office 365. Donc toute cette analyse autour de comment aujourd'hui est géré Office 365, qui le gère, qui le supporte, comment c'est déployé. Une fois qu'on va avoir analysé cette première approche, on va organiser. Mais quels sont les objectifs de l'organisation à mettre en œuvre autour de la gouvernance? Qu'est-ce que vous attendez de cette gouvernance? Est-ce que c'est qu'il y ait moins d'appels au support? Est-ce que c'est de déployer plus de services? À quel rythme vous voulez aller? Vous définir des objectifs qui vont nous permettre ensuite d'avoir la bonne solution. Cette solution, justement, on va la spécifier. Et le but du jeu, ça va être d'aligner l'environnement technique de Microsoft par rapport aux objectifs que vous vous êtes donnés. Je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas du tout envie d'utiliser Yammer, typiquement, on va désactiver Yammer, on ne va pas communiquer dessus. Si vous n'avez pas envie d'utiliser une application type Whiteboard, que je pourrais vous présenter après, parce que vous avez déjà sélectionné une application concurrente pour cela, comment je fais pour avoir le bon niveau d'intégration, le bon niveau de paramétrage, ne pas pousser ces usages-là? Tout ça, on va le spécifier dans un document qui devra vivre. Et ensuite, on va mesurer cette gouvernance, justement, par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Qu'est-ce que je retire d'avoir mis en place cette gouvernance? Quels sont les points qui ont permis d'améliorer mon déploiement? Est-ce que je me sens plus fort? Est-ce que je me sens plus apte à accueillir des nouveaux services? Puisque le message clé autour de la gouvernance, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plateformes elles vont évoluer partout, tout le temps, dans le temps. La gouvernance, c'est pareil. La gouvernance, elle doit évoluer dans le temps. Et un des axes de la gouvernance, c'est comment je vais accueillir les nouveaux services qui me sont offerts par la plateforme Microsoft tout au long du temps. Comment je vais les déployer, comment je vais les accompagner, peut-être comment je vais les choisir au préalable par rapport aux différents usages. Donc ici, c'est tous les services qui sont offerts à travers Office 365 aujourd'hui. Il y aura sans doute d'autres icônes qui vont venir s'ajouter demain. Comment j'appréhende tout ça, comment je décrypte ces différents éléments de façon à ce que mes utilisateurs puissent tirer parti au mieux des dernières innovations. Justement, ces dernières innovations, dans la dernière partie de ma présentation, je vais vous proposer juste quelques nouveaux services dans l'air du temps. J'ai sélectionné 4 cas d'usage par rapport au temps qu'on a, autour de différents outils. Le premier usage, c'est les live events. On en a un peu parlé pendant le Covid. L'objectif, c'est comment je vais diffuser de l'information au plus grand nombre. Je vous parlerai ensuite de tout ce qui est autour du brainstorm avec des outils présentant quelques whiteboards. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté ou le connaissent. Le dernier né de la suite des outils Office 365 qui est disponible depuis fin juin, qui est Microsoft List, qui prend aujourd'hui de plus en plus de place et qui va certainement évoluer très fortement dans les semaines et les mois à venir. Et enfin, les nouveautés autour de services qui existent depuis un certain temps, mais qui ne sont pas forcément ultra diffusés, ultra utilisés. Je ne sais pas si vous reconnaissez les icônes, si vous connaissez le 365, c'est Stream et Forms, qui sont les deux outils Stream, qui pas tant déployés que ça au sein de l'organisation. Alors, il y avait des choses qui le bloquaient, mais aujourd'hui, il y a quelques éléments qui permettent, avec le confinement, le travail à distance, de booster un peu ces usages-là. Aujourd'hui, Live Event, qu'est-ce que ça représente? À quoi ça va me servir? Je vais pouvoir diffuser des communications à un large public. Typiquement, le président de l'entreprise souhaite s'adresser à l'ensemble de ses salariés sur un plan de prévention des risques, un plan de reprise d'activité, c'est d'actualité.
Donc on va avoir des tailles d'audience qui vont aller jusqu'à 10 000 participants, ce qui est assez énorme en termes de participants. Ça avait même été augmenté par Microsoft pendant le Covid à 20 000, vraiment pour les très grandes organisations. On va avoir des événements qui vont pouvoir durer 4 heures. Et la spécificité, justement, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs producteurs, présentateurs, diffuseurs. Et on va pouvoir comme ça orchestrer la diffusion d'un live event et donner la parole. Il va y avoir un rôle spécifique de chef d'orchestre qui va permettre de pouvoir faire ça. C'est particulièrement adapté forcément à des webinars, quand on veut partager quelques éléments, et à des communications de groupe, comme je l'évoquais, le lancement d'un nouveau produit, en ce moment un peu moins fun, le plan de prévention des risques, un confinement généralisé pour toute mon entreprise pour les 3 mois à venir. Et ces événements, on peut les faire en privé ou en public. Donc c'est aussi ce qui rend la chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de l'interne, vous avez la possibilité d'organiser un live event. Aujourd'hui, pour cette conférence, j'aurais très bien pu organiser un live event qui aurait été diffusé simultanément ici et potentiellement avec 10 000 personnes qui auraient pu suivre la conférence à l'externe. Et tout ça, ça va être intégré au Office 365 avec tout d'abord au sein de Teams ou de Yammer, voire de Stream, on va pouvoir procéder à l'organisation du live event. Dans Teams, quand on va lancer un live event, on va avoir 2 rôles ici qui vont être un rôle de producteur ou un rôle de présentateur. Donc votre interface que vous connaissez pour les réunions va être entièrement modifiée pour prendre en compte votre rôle sur l'événement. Tous les participants vont pouvoir s'y connecter par un simple navigateur web ou via Teams comme ils le souhaitent. Et l'événement va être enregistré en direct. Et on a la capacité d'avoir des sous-titrages automatiques, de la traduction en temps réel de sous-titres. Tous ces éléments vont être intégrés, enregistrés et post-événement automatiquement disponibles en replay, justement dans Stream. Ce qui va vous permettre de faire une diffusion au plus grand nombre et tout ça de façon intégrée. Alors je regarde juste l'heure. On a le temps, j'avais juste une petite vidéo qui vous présentait. Également la partie Q&A que vous allez pouvoir organiser. Un autre outil dont je voulais parler, qui était Microsoft Whiteboard. Whiteboard, c'est un outil qui est sorti fin d'année dernière, globalement. C'est le canevas numérique qui vous permet de brainstormer à distance. L'objectif, il y a d'autres solutions qui proposent ce type de service, les Klaxoon, Miro, Bcast, Mural. Aujourd'hui, il y a pléthore de solutions qui le proposent. Whiteboard, c'est la solution qui est intégrée dans la suite Office 365 dont vous disposez, directement avec n'importe quel plan Enterprise. Vous allez pouvoir, la promesse, c'est tout ce qui est autour de l'animation des réunions efficaces, de la réflexion, la planification des sprints par équipe, la planification de projets, la résolution de problèmes. On peut trouver autant de cas d'usage que l'imagination le permet, avec notamment la capacité à transformer votre écran en paperboard classique lorsque vous êtes à distance. L'application va être prévue pour tous les écrans tactiles également. Donc si vous avez des Microsoft Surface, des Surface Hub ou d'autres périphériques tactiles, portables ou non, vous allez pouvoir interagir autour de Microsoft Whiteboard. Vous allez avoir des séances de brainstorming, des séances de création, d'idéation. Vous pouvez partir de la page blanche, mais vous pouvez aussi partir de templates qui vont être proposés par Whiteboard. Depuis maintenant, pendant le confinement, ils ont proposé justement ces différents templates. Et vous allez avoir au sein de la suite Office 365 la capacité de partager un tableau directement dans le contexte d'utilisation. Donc le contexte d'utilisation va pouvoir être une réunion Teams. Vous allez pouvoir partager une publication dans une équipe Teams. Vous allez pouvoir intégrer un lien vers un whiteboard depuis un site internet ou un site SharePoint. Ou encore créer un tableau directement. Je suis dans ma réunion. Quand vous êtes dans Teams, vous allez avoir un petit onglet whiteboard dans lequel vous allez pouvoir créer ce tableau qui va vous permettre d'être votre tableau Velleda dématérialisé. Et si vous avez en plus un périphérique qui le permet et que vous avez un stylet, vous allez encore faciliter la collaboration en faisant des schémas directement pour l'ensemble de vos collègues. Whiteboard, il est disponible sous Windows 10 minimum, c'est pas possible autrement, et sur application iOS. Et on va avoir ce même type d'éléments en interface mobile. On va pouvoir avoir
la propriété d'un tableau, les nouveaux tableaux, ajouter du contenu, du dessin. Toujours dans cet esprit un peu Atawad, anywhere, anytime, any device. On a besoin de partager depuis l'ensemble des périphériques. Microsoft List, je ne sais pas si certains en ont entendu parler. Donc Microsoft List, c'est le dernier né de la suite. Ça fait à peu près une petite année que Microsoft en parlait. Il est devenu disponible pour l'ensemble des clients depuis le 30 juin 2020. L'objectif, c'est de pouvoir créer, partager facilement des listes avec tout un chacun. Donc c'est vrai que dans notre quotidien, on a plein d'occasions de faire des listes de tâches, des listes d'événements, des listes de FAQ, des listes d'un peu tout et n'importe quoi. L'objectif, c'est de proposer un outil simple, intelligent. Donc on va pouvoir créer des listes personnelles ou bien des listes partagées pour tout le monde. Et puis flexible. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez personnaliser vos listes en fonction de vos différents usages et d'avoir différents exemples. Ces listes, eh ben justement, elles vont être aussi intégrées directement dans le contexte Teams, on le voit ici, dans lequel vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités. Donc, on va pouvoir discuter directement sur un élément dans un flux de discussion ou non. Par exemple, j'ai ma tâche, j'ai la possibilité de discuter dessus. Et je vais aussi pouvoir le faire, bien sûr, depuis iOS ou Android. Je vais avoir cette application. Je vous écoute. Est-ce que c'est pas un peu redondant avec Planner pour les gens qui n'ont pas entendu la question? Non, Microsoft List va être beaucoup plus permissif en termes de gestion des listes. Planner, et on était vraiment dans le mode Kanban. Je gère mes tâches, point barre. Alors il y avait eu la vision liste ou la vision agenda qui était arrivée, mais c'était assez limité. Aujourd'hui, List, c'est plutôt une évolution des listes SharePoint qui existaient, puisque d'ailleurs ça va être intégré à ça. C'est directement intégré dans le contexte SharePoint également. Et on va être beaucoup plus permissif et pouvoir définir des templates également, beaucoup plus divers et variés. Alors, est-ce que Microsoft List va supplanter Planner pour certains usages? C'est probable. Peut-être que les gens vont plus apprécier cette vision liste avec la capacité à faire différents affichages. Là, c'est l'histoire qui le dira. Mais la différence aussi, c'est qu'un Microsoft List, c'est pas lié à un Office Group, contrairement à Planner ou un canal dans un Teams. C'est vraiment indépendant, on peut l'avoir partout, tout le temps. On peut avoir un Microsoft List et accéder à cette même liste depuis SharePoint, depuis Teams, ou tout simplement depuis Microsoft List en standalone. Tout est possible autour de tout ça. Et ce Microsoft List, on va pouvoir automatiser les traitements autour des tâches justement, avec justement la petite icône ici que j'ai rajoutée qui est Power Automate. Vous allez pouvoir directement l'intégrer sur les éléments. Par exemple, vous attendez une validation autour de vos tâches. Vous allez pouvoir connecter vos leaks à Power Apps, Power Automate, justement, pour faire des templates. Donc par rapport à vos différents modèles, vous allez pouvoir avoir votre liste de base. Puis peut-être que demain, vous allez baser un Power Apps, donc qui est la couche de présentation de Power Platform Low Code qui est proposée par Microsoft. Et puis par exemple, votre liste, vous allez dire, moi, cette liste-là, j'aimerais qu'il y ait un circuit de validation pour que le statut de la tâche puisse évoluer. Nativement, vous allez pouvoir demain la connecter à Power Automate. Et aujourd'hui, c'est une des roadmaps qui est les plus riches sur le roadmap 365 autour de Microsoft List qui est sortie. Et il y a beaucoup d'évolutions qui sont à venir, qui sont annoncées jusqu'en 2021 autour de ces usages qui sont particulièrement adaptés dans un usage Covid justement dans lequel on pouvait avoir avant des listes un peu papier et non partageables. Là, on va pouvoir avoir des listes différentes. Parmi les usages qui sont proposés, on va avoir la gestion des agendas, on va avoir le manager des inventaires par exemple. On peut aussi avoir la construction de FAQ, tout bêtement des perspectives de change. On va pouvoir inventer un peu de tous les usages. C'est vraiment une boîte à outils qui permet de faire des listes. Et plutôt que de faire des tableaux Excel avec des listes en mode tableau, on va dire à l'ancienne, on va plutôt avoir des aspects de listes qui vont être plus évolutifs, plus performants et vont permettre d'aller un peu au-delà. Et le dernier cas d'usage que je voulais vous partager, c'était un cas d'usage autour de la formation et de l'accompagnement. Aujourd'hui, dans le contexte Microsoft Teams, vous allez pouvoir, avec SharePoint notamment, il y a des modèles templates qui sont sortis autour d'un portail de formation que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos utilisateurs pour les aider à adopter la plateforme de façon dématérialisée. Et au niveau des contenus, vous allez surtout pouvoir enrichir ce portail
avec par exemple du e-learning, et notamment c'était les derniers éléments que je voulais vous présenter, qui font appel à Stream. Donc aujourd'hui, Stream, pour rappel, c'est le YouTube d'entreprise qui est inclus dans vos plans Office 365. Stream, il permet de publier des vidéos et de les partager avec mes différents collaborateurs. Récemment, Microsoft a ajouté une fonctionnalité qui est la capacité à enregistrer votre écran. Donc vous pouvez aller dans Stream, et avec Stream, vos utilisateurs vont pouvoir créer eux-mêmes leurs tutoriels, comme ils le faisaient avec un Captivate, ou des sessions de prise de prise dynamique d'écran. Une fois que vous allez avoir fait votre prise dynamique d'écran, ce qui va être intéressant en termes de e-learning, c'est que vous avez la possibilité, avec Forms, d'intégrer directement dans votre contexte de vidéo, sur la timeline, par exemple ici, vous allez pouvoir y intégrer des quiz qui vont permettre de valider que les gens qui ont suivi votre tutoriel vidéo ont bien appréhendé les informations qui ont été dedans. Donc ça, c'est disponible depuis le printemps. Vous allez directement sur Stream et vous avez la possibilité de gérer ce qui s'appelle les interactions au sein de vos vidéos et de directement contrôler où est-ce que vous allez pouvoir positionner des quiz. Et à la fin, une fois que le quiz est fait, soit c'était la dernière chose de la vidéo, soit l'utilisateur peut reprendre le cours normal de la vidéo et disposer ainsi des différents éléments qu'il souhaite de façon à valider l'acquisition des connaissances qu'il peut avoir en termes de gestion du changement. Donc ça vous permet aussi de dynamiser la gestion du changement et la formation de façon simple, directement par des utilisateurs, et c'est applicable bien au-delà des solutions Office 365. On peut parfaitement l'imaginer pour un nouveau service qui est sorti. Ça peut être aussi un quiz Covid sur quelles sont les règles de distanciation sociale que je dois appliquer au sein de mon entreprise. Ça peut être un quiz autour du lancement d'un ERP. Ça peut être plein de choses qui peuvent permettre de valider des parcours de formation directement dans le contexte et avec les services dont vous disposez dans vos plans de licence.